Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, re-bienvenue dans ces cours virtuels puisque malheureusement, eh bien, vous avez dû l'entendre aux infos. Pour l'instant, la rentrée après le Covid-19 pour les classes de lycée, pour les classes de terminale, bah, c'est plutôt mal parti pour reprendre en mai. A priori, ce ne sera pas avant le mois de juin, donc il faudra encore pour un moment se contenter de ces cours par vidéo. Donc la formule n'a pas changé. Ayez sous les yeux votre manuel, ayez sous les yeux votre cours que je vous ai envoyé avant les vacances. Et puis, ayez bien sûr aussi en main de quoi noter, un stylo, un papier pour pouvoir prendre des notes un petit peu à côté, puisque dans ce cours qui sera consacré à l'art, à la technique et au travail, eh bien, il y aura pas mal de petites choses à noter à côté, notamment des références pour pouvoir alimenter éventuellement une réflexion. Alors c'est parti, je pense que vous avez votre cours sous les yeux, si c'est pas le cas, allez vite le chercher. Nous sommes donc toujours dans la partie 3 consacrée à la culture, nous sommes dans le chapitre 4 qui pose la problématique suivante: peut-on dire d'un artiste qu'il travaille? Alors, le titre en lui-même a déjà quelque chose d'intéressant, puisque quand on pose la question de savoir si un artiste travaille ou non, finalement, on rejoint un débat qui est très contemporain et qui, alors aujourd'hui, c'est un petit peu atténué, notamment sous Macron, mais sous les présidences d'avant Macron, notamment Sarkozy et puis Hollande, il y a eu des gros débats par rapport à ces gens qu'on appelle les intermittents du spectacle. Intermittents du spectacle, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une activité professionnelle liée à l'art, à la culture, au spectacle, et ce sont des gens qui sont payés, mais qui ne sont pas payés comme pourraient l'être des salariés normaux, enfin normaux entre guillemets. En tout cas, ce sont des gens voilà, qui sont payés ponctuellement pour des missions qu'ils doivent accomplir. Et ce faisant, eh bien, ils remplissent des contrats, et ces contrats-là leur servent à cumuler des droits pour le chômage. Donc un intermittent qui va travailler beaucoup sur une année va cumuler beaucoup de droits, et puis après, si l'année suivante il travaille moins bien, il va se servir de ces droits-là pour pouvoir couvrir ses frais de chômage ou de congés payés, etc. Ce qu'on appelle les congés spectacles. Mais c'est un régime qui, à chaque fois, est fortement remis en cause par les politiques, par les acteurs eux-mêmes de ce milieu-là. En tout cas, voilà, c'est vraiment compliqué de pouvoir chiffrer, détailler combien peut gagner un intermittent du spectacle. Je vous donne un exemple. Jean Dujardin est intermittent du spectacle. S'il touche 5 ou 6 millions d'euros pour un film, eh bien, il va le toucher sous forme de ces fameux congés spectacles. Quelqu'un qui fabrique des décors pour un théâtre dans une ville, dans une petite ville par exemple, va toucher peut-être 400 euros pour une mission. Évidemment, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes, mais les droits qui vont être ouverts, eh bien, vont être considérés comme équivalents, ce qui n'est évidemment pas forcément le cas. Donc les gens ont tendance à pointer du doigt, un petit peu comme on pointe les salaires parfois des footballeurs, en disant bah oui, mais c'est lamentable parce que Jean Dujardin, si il a un gros contrat, après il peut très bien ne pas travailler pendant plusieurs années et puis toucher des droits au congé spectacle. Bref, c'est une véritable usine à gaz. Et donc, comment peut-on quantifier le travail d'un artiste? C'est extrêmement compliqué dans les milieux artistiques de se dire, voilà, cet artiste a travaillé tant de temps, il mérite ceci, il mérite cela. Bref, ce sont des débats à n'en plus finir. Et donc, ça impacte finalement la société d'aujourd'hui et les débats tels qu'ils peuvent exister. Donc, peut-on dire d'un artiste qu'il travaille? Introduction, on va définir et problématiser les termes importants de ce sujet. En commençant par dire, on note que l'art est sans doute la chose la moins utile qui soit. Je parle d'utilité au sens pratico-pratique. Si vous considérez un tableau, une sculpture, un film, un roman, directement, ça ne vous donne pas à manger. Ça ne vous abrite pas, ça ne vous met pas à l'abri du besoin. Mais bizarrement, l'art est considéré comme très important pour nous dans la société, nous qui sommes des consommateurs en quelque sorte d'art, encore que le terme de consommateur peut être lui aussi remis en question. En tout cas, quand on est face à une œuvre d'art, on ressent quelque chose qui n'a rien à voir avec l'utilité. Encore une fois, ça ne nous donne pas à manger, ça ne nous met pas un toit au-dessus de la tête, ça n'a pas de conséquences pratico-pratiques pour nous. Mais pourtant, depuis que l'homme est homme, il a besoin de s'entourer d'œuvres d'art et nous pourrions difficilement nous passer de sa présence autour de nous. Effectivement, hein, si vous avez passé une mauvaise journée et que le soir vous allez mettre par exemple de la musique qui va vous faire du bien, vous allez vous dire tiens je vais regarder tel film parce que j'aime beaucoup ce film-là et ça va me faire du bien. On peut dire que c'est pas utile, mais en même temps c'est très très utile de pouvoir, j'ai envie de dire s'évader, de pouvoir s'échapper un petit peu de notre quotidien pour l'art. Donc c'est à la fois très utile et pas du tout utile pour la société. Bref, encore une fois, c'est un véritable lieu de paradoxe, de débat, et évidemment les paradoxes et les débats, la philosophie adore ça. Pendant très longtemps, l'art et la technique, n'étaient pas séparés l'un de l'autre. On considérait que c'était la même chose. Et oui, effectivement,
Jusqu'au XVIIIe siècle, art et technique, c'était considéré exactement comme la même chose, alors qu'aujourd'hui on sépare clairement les deux. On considérait, à l'époque, que construire un pont ou peindre un tableau, c'était de l'art. Vous avez par exemple aujourd'hui des expressions comme avoir l'art et la manière. Quand on dit de quelqu'un, ah bah lui il a l'art et la manière de faire son métier, quand on parle d'art, on ne parle pas d'art au sens artistique, on parle plutôt d'art au sens de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut bien retenir qu'au départ, le mot art correspond plutôt à un savoir-faire qu'à quelque chose de véritablement abstrait, que quelque chose de véritablement artistique. En effet, jusqu'au XVIIIe siècle, on définissait le terme d'art de la façon suivante. Donc là, vous pouvez souligner ou surligner cette définition. L'art, c'était considéré comme la capacité purement humaine à produire des objets en suivant un certain savoir-faire. Purement humaine. Là aussi, c'est intéressant de se dire que finalement, les animaux, par exemple, ne sont pas considérés comme pouvant être des artistes. Si vous vous baladez sur une plage et que vous voyez des très très belles formations, vous savez, sur le sable, qui sont faites par ces espèces de vers là qui se baladent quand il n'y a plus personne, vous pouvez vous dire c'est très beau et donc c'est artistique. Mais non, le ver qui dessine ces formes bizarres sur le sable n'est pas un artiste. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas voulu faire quelque chose de beau. Donc quand un animal produit quelque chose de beau, il ne veut pas le faire, donc ce n'est pas de l'art au sens humain du terme. On parlait vraiment d'art comme une capacité purement humaine de produire quelque chose qui est voulu. Cela vient de la racine des mots art et technique. Le grec techné et le latin ars veulent tous les deux dire art au sens ancien. C'est-à-dire que ars et techné, ça veut dire exactement la même chose, mais comme c'est deux origines différentes, eh bien, on a réuni ars et techné ensemble. Le meilleur exemple d'artiste technicien au XVIe siècle, c'est Léonard de Vinci. Vous connaissez tous Léonard de Vinci, son histoire et son œuvre. Il était aussi bien capable d'inventer des machines volantes ou des véhicules militaires que de peindre la Joconde. Léonard de Vinci a conçu des objets qui étaient très utiles, et puis d'autres objets qui n'étaient pas du tout, qui étaient vraiment des œuvres d'art. Donc il était aussi bien capable d'inventer des machines volantes ou des véhicules militaires que de peindre la Joconde. Ce n'est qu'au XVIIe... Ah, il y a une erreur, ça va pas du tout. Je suis désolé les enfants, c'est pas 17e siècle, c'est 18e siècle. C'est au 18e siècle qu'on va distinguer art et technique en créant les écoles des beaux-arts spécialisées dans l'enseignement de l'art au sens moderne du terme. Donc c'est seulement au 18e siècle qu'on a créé ces fameuses écoles des beaux-arts qui existent encore aujourd'hui. Il y en a parmi vous qui vont tenter le concours des beaux-arts l'année prochaine, enfin du moins cette année, pour l'année prochaine. Eh bien, ces beaux-arts essayent de faire la distinction entre l'art au sens ancien, c'est-à-dire la capacité de créer des objets techniques, des ponts, des bâtiments, etc. Et l'art au sens moderne. Mais encore aujourd'hui, il y a certains secteurs qui posent vraiment la question. Je pense notamment à l'art culinaire. Faire la cuisine, un grand chef peut-il être considéré comme un artiste ? Ce qu'il fait flatte nos sens, c'est quelque chose qui peut être très beau, qui va vraiment avoir quelque chose de profondément artistique, mais en même temps ça sert, puisque ça nous apporte à manger. Donc un grand chef est parfois considéré comme un artiste, parfois non. La différence est très complexe. On voit aussi par exemple les grands créateurs de mode, je pense notamment à Karl Lagerfeld qui nous a quittés il y a peu de temps. Bisous Carlito. Un autre Karl. Karl Lagerfeld était considéré comme un génie, comme un grand artiste, mais pas que, puisque les vêtements de Karl Lagerfeld, même si ça coûte un bras, ça sert avant tout à nous abriter du froid, de la pluie, etc. Donc est-ce que Karl Lagerfeld ou est-ce qu'un grand chef comme Thierry Marx sont des artistes ? Oui, dans un certain sens, mais pas tout le temps. Donc vous voyez que là aussi, il y a un véritable questionnement là-dessus. Là où on va dire que, par exemple, Ludwig van Beethoven est un artiste qui produisait de la musique, c'est moins sûr, c'est moins évident pour un chef ou pour quelqu'un qui va produire quelque chose qui est à la fois utile et beau. Voilà. L'art a donc un statut de création très à part. Les œuvres d'art sont des objets très particuliers qui ne peuvent pas être usés comme on utilise un objet normal. Alors là, il y a une référence qui est très importante et très intéressante. Hannah Arendt, qu'on connaît, puisqu'on l'a vu avec sa fameuse banalité du mal, dans ce chapitre où on a beaucoup parlé effectivement de la manipulation de l'esprit, des choses comme ça, eh bien la philosophe Hannah Arendt s'est aussi penchée sur le problème de l'art, et elle estime que ce qui fait la particularité d'une œuvre d'art, c'est son immortalité potentielle. C'est-à-dire que si ce n'est pas immortel, ce n'est pas une œuvre d'art. Donc pensez par exemple à un plat culinaire, dans la mesure où soit on va le manger, donc il va pas exister très longtemps, soit il va se périmer et il sera bon à acheter à la poubelle, et puis les ingrédients vont se dégrader assez vite. Ça ne peut pas être de l'art. Que la Joconde, c'est de l'art, puisqu'elle, on peut la préserver à travers les siècles. Donc c'est son immortalité potentielle. Selon elle, une œuvre d'art est faite pour produire le même sentiment le jour où elle est terminée et 500 ans ou 1000 ans après sa création. Voilà pourquoi les œuvres d'art sont conservées dans des endroits hors du temps,
comme les musées. Cela permet de ne pas les user et de les conserver pour l'éternité. Voilà, donc pour Hannah Arendt, très clairement, l'immortalité, l'éternité, ça, c'est l'art. Cela veut aussi dire que l'art est considéré comme le témoignage le plus précieux laissé par les hommes d'une certaine époque. Alors là aussi, j'ouvre une petite parenthèse et vous pouvez prendre ça en note, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est-à-dire les artistes qui vivent aujourd'hui et qui font de l'art de façon très différente de celle qui a été faite il y a plusieurs siècles, l'art contemporain, qui est souvent assez provocateur, remet justement en question ce statut d'immortalité potentielle d'une œuvre d'art. Et je pense notamment à un artiste en particulier, dont vous pouvez noter le nom parce que c'est une référence intéressante. Voilà, hop, je vous l'ai écrit sur une petite ardoise. C'est un artiste contemporain qui s'appelait, parce que malheureusement il est mort, Félix González Torres. Félix González Torres, c'est un artiste cubain qui est mort dans les années 80-90, je crois, ou même plus tard, il faudrait vérifier les dates. Il est mort très jeune, malheureusement à 38 ans, il est mort du sida. Et Félix González Torres avait justement une théorie sur l'art qui était intéressante. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, lui ne voulait pas que ses œuvres durent. Et moi, j'étais allé voir une exposition il y a quelques années de Félix González Torres au Fonds régional d'art contemporain, on s'en fout, de Reims. Et donc c'était une exposition où Félix González Torres, donc qui était déjà mort depuis des années, exposait des bonbons. Je vous montre un exemple parce que voilà, hop, ma jeune et charmante épouse m'a trouvé cette illustration. Voilà, les œuvres de Félix González Torres se présentent souvent sous cette forme-là. Là, effectivement, c'est un tas de bonbons que le public peut prendre et manger. C'est-à-dire que c'est un don que fait Félix González Torres. Donc chaque fois qu'un musée ou chaque fois qu'un centre d'art contemporain organise une exposition de Félix González Torres, eh bien il passe commande auprès d'un confiseur d'un certain nombre de bonbons. En fait, Félix González Torres a laissé, après sa mort, des plans précis pour ces tas de bonbons. Et par exemple, Félix González Torres dit il me faut 3575 bonbons de telle forme, de tel goût, avec des emballages de telle couleur. Ici, on voit que ce sont des emballages bleu, blanc et rouge. Donc, il en faut, mettons, je sais pas, 3000 blancs, 6000 blancs et 6000 rouges. Et puis, voilà. Donc, vous voyez le truc. Et donc, le public peut prendre les bonbons, les mettre dans sa poche, les manger, partir avec, etc. Donc, ce sont des œuvres qui sont faites pour ne pas durer dans le temps. Et c'est vrai que c'est souvent assez choquant. On se dit, mais non, mais c'est pas de l'art. C'est des tas de bonbons, c'est tout. Et justement, Félix González Torres nous interroge là-dessus et nous choque un petit peu là-dessus. Moi, je me souviens que j'étais allé voir l'exposition de ces bonbons avec un ami et il y avait un monsieur qui était présent dans la salle avec nous, il était un peu plus âgé que nous et avec mon copain, on prend des bonbons puis on commence à les manger, on en met dans nos poches, voilà. Ça faisait partie de l'exposition, ça faisait partie du jeu. Et donc, au fur et à mesure de l'exposition, les tas de bonbons baissaient et disparaissaient. Et le monsieur qui était à côté de nous a engueulé, qui nous disait non mais faut pas toucher, c'est une œuvre d'art. Bah ouais, justement, c'est ce que voulait provoquer Félix González Torres. Faut pas toucher. Il faut pas déformer l'œuvre d'art. C'est forcément quelque chose qui est indestructible et immortel. Eh bien non, dit Félix González Torres. L'art peut être aussi quelque chose d'éphémère. L'art peut être aussi quelque chose de consommable. Donc vous voyez que l'art contemporain, qui a commencé à apparaître à la fin du XXe siècle, alors faut distinguer art moderne et art contemporain, mais on y reviendra, remet en question très profondément tous ces piliers qui avaient été mis en place par les anciens artistes en disant l'art c'est ça et pas ça. Aujourd'hui, les artistes comme Félix González Torres répondent et si l'art c'était aussi ça. Donc ça nous permet aussi de réfléchir sur ce fameux statut de l'art. Mais effectivement, on a souvent l'idée selon laquelle il ne faut pas toucher une œuvre d'art. Imaginez si quelqu'un allait prendre la Joconde et puis lui faisait un bisou ou je sais pas quoi. Non, ce serait complètement impossible. Ce serait considéré comme un véritable blasphème pour Léonard de Vinci et pour la Joconde. Et pourtant, la Joconde est bel et bien un objet. Elle a été faite pour être contemplée, mais seulement contemplée. Donc vous voyez que cette notion-là est très digne d'être remise en question. Donc voilà, en tout cas selon Hannah Arendt, cela veut dire que l'art est considéré comme le témoignage le plus précieux laissé par les hommes d'une certaine époque, sauf peut-être effectivement ce genre d'œuvre d'art ou le land art aussi, les tas de bonbons de Félix González Torres. Alors ce que je vous invite à faire, vous en tant qu'élève, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à aller voir sur internet ou dans des bouquins quels autres exemples vous pourriez trouver de ces œuvres d'art contemporains qui défient, qui contrent un petit peu les bons vieux codes qui ont été laissés à propos de l'art. Je vous donne quelques pistes, des gens comme Marcel Duchamp par exemple au début du XXe siècle, allez voir ses œuvres, vous allez voir c'est assez surprenant et c'est lui qui a commencé à casser
totalement les codes de l'art contemporain. Je vous conseille notamment La Fontaine de Nuchamp, vous allez voir, c'est une œuvre assez choquante qui est aujourd'hui exposée au Centre Pompidou et qui remet grandement en question l'œuvre d'art. Allez voir et renseignez-vous de savoir pourquoi cette œuvre-là a totalement cassé les codes au début du XXe siècle. On va passer maintenant aux notions de travail et de technique. Le travail comme la technique sont des activités typiquement humaines. Elles nécessitent, alors elles aussi comme l'art, elles nécessitent d'utiliser l'intelligence et non l'instinct. Instinct pour les animaux, conscience de ce qu'il fait pour l'homme, donc intelligence, afin de transformer la nature de l'extérieur, au profit exclusif de l'humain. On peut ajouter que le travail et la technique sont évolutifs, les réalisations humaines changent, les instruments utilisés évoluent, tout comme les réalisations elles-mêmes. L'exemple que je vous ai souvent donné en cours, c'est de se dire, faut quand même se représenter que en quelques milliers d'années, on est passé, nous les êtres humains, de la hache en pierre taillée à l'iPad. Ce sont les mêmes éléments de base, de la pierre, du sable, des choses comme ça, et puis là où avant, il y a quelques milliers d'années, on fabriquait des haches en pierre taillée, des silex, des choses comme ça, des armes assez rudimentaires, aujourd'hui on fabrique des iPads. Mais c'est pas le matériau qui a changé, c'est notre façon de les assembler qui a changé. Donc qu'est-ce qui change là-dedans? Eh bien c'est notre façon de voir, notre façon de faire, notre savoir-faire, notre art et notre manière. Alors, suite du truc, hop, je descends un peu. Alors, peut-on dire... Alors oui, non, la vision du travail, pardon. La vision du travail est ambiguë. Là aussi, c'est assez étonnant. L'homme a besoin de travailler pour vivre et évoluer, mais il considère souvent le travail comme une contrainte. Regardez l'étymologie du mot travail, c'est assez surprenant et assez marrant. Le mot travail, en français, vient du latin tripalium. Le tripalium, c'était un instrument de torture. Vous pouvez aller chercher sur Internet à quoi ça ressemblait. C'était 3 pieux comme ça qui étaient plantés et qui faisaient extrêmement mal et qui finissaient par tuer les gens. Donc aujourd'hui, quand vous allez au travail ou quand vous avez un travail à faire, eh bien, l'étymologie, le sens premier, c'est la torture. C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les récits bibliques. Quand vous regardez les grands livres des religions, l'origine de l'homme est toujours la même, que ça soit dans le judéo-christianisme ou dans l'islam, c'est Adam et Ève qui sont au paradis originel, qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, et à partir du moment où ils commettent la faute originelle, où ils sont tentés par le diable, ils vont être chassés du paradis terrestre par Dieu, et Dieu va donner 2 malédictions à l'homme et à la femme. La femme, c'est tu accoucheras dans la douleur, et l'homme, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, parce qu'il était attendu, évidemment, à l'époque, que la femme ne travaillait pas, bien sûr. L'homme, lui, travaillait et pas la femme, mais en tout cas, voilà, c'est une malédiction divine dans la Bible, le travail. Rien d'autre. À chaque fois que le travail est évoqué, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement douloureux avant même d'être productif. Donc vous voyez que le travail a ce statut très ambigu chez nous. C'est quelque chose qui est nécessaire, on en a besoin, et en même temps quelque chose de difficile. Regardez ce qui se passe en ce moment. Pour vous, pour moi, nous sommes privés de toute une partie de notre travail. Le fait de se lever le matin très tôt, d'aller faire cours, ce qui en général nous torture. Enfin moi, quand je vais faire cours à Ancenis, je me lève à 6h du matin, c'est pas rose tous les matins, ça m'embête plutôt qu'autre chose d'aller prendre mon train, et pourtant, je peux vous assurer que depuis le début du confinement, ça me gonfle de ne plus y aller. Donc le travail, à la fois, il nous manque, et en même temps, quand il est là, il nous torture. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le travail? Vous voyez, c'est extrêmement compliqué et extrêmement paradoxal, finalement, notre rapport au travail. Alors là, on va poser la problématique. Peut-on dire d'un artiste qu'il travaille? Autrement dit, l'activité de l'artiste peut-elle être jugée de façon objective? Parce que souvent, le travail d'un artiste est jugé de façon très subjective. Un tableau, une statue, un film, un livre peut très bien plaire à quelqu'un et ne pas plaire à quelqu'un d'autre. Quelqu'un va dire, mais c'est n'importe quoi. Je vous renvoie là aussi à cette fameuse œuvre de Marcel Duchamp, qui est un urinoir, en fait. Certains disent, mais c'est n'importe quoi, c'est de la provocation. Duchamp n'a rien fait là-dessus. Comparez ça aux fresques de Michel-Ange, c'est une aberration qu'on puisse qualifier à la fois les œuvres de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci d'œuvres d'art, et ce que fait, les conneries que fait Marcel Duchamp d'œuvres d'art. Il y a des gens qui étaient très fâchés contre ça, et d'autres qui répondaient, mais justement, le simple fait que vous soyez en colère, c'est que Duchamp a très bien travaillé, il a provoqué chez vous une émotion assez forte et assez intense. Donc, il y a aussi là un véritable paradoxe sur peut-on juger une œuvre d'art de façon extrêmement objective ou de façon subjective. Mon fils vient de faire éruption dans la pièce et c'est pour ça que j'ai fait signe chut, je suis en cours. Ça aussi, c'est bizarre, si j'étais en cours et que mon fils rentrait dans la salle de classe, ce serait étonnant.
Dans ce cas, on peut se demander quel est le statut particulier de l'art dans la culture humaine. Est-ce que l'art est une activité indispensable ou bien un loisir inutile? C'est la question qu'on va travailler tout au long de ce chapitre. Donc voilà, si je peux vous donner un petit truc à faire, essayez de vous renseigner sur l'évolution entre l'art classique, l'art moderne et l'art contemporain, et la façon dont la notion même d'art, les critères même de l'art ont été remis profondément en question à partir de l'art moderne au début du XXe siècle, à partir de gens comme Marcel Duchamp. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis on passera dans la prochaine vidéo au grand 1 de ce chapitre sur l'art, la technique et le travail. À très bientôt.